Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode interview à travers laquelle j'ai le bonheur d'interviewer un collègue, animateur de l'atelier Être bien de l'autre côté de l'océan, dans le nord-est de la France, tout près de Dijon, Jean-Marie Gerben. Bonjour. Bonjour Charlène, merci de m'accorder ce temps. Oh, ben c'est un vrai plaisir. Puis quand je me préparais pour l'entrevue, je me disais ça va être une vraie entrevue parce que j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec toi. Alors j'ai des vraies questions avec vraiment plein d'intérêt à te poser. Et tout d'abord, pour commencer, j'aimerais que tu m'introduises à initialement comment est-ce que tu as découvert l'école Écoute ton corps jadis et quel a été l'appel pour toi d'avancer dans ce cheminement? Mhm. Alors, comme tu dis jadis, c'est exactement le bon mot parce que c'est au siècle dernier. J'ai rencontré Lise, écoute, je ne me souviens plus si c'est en 1997 ou 1998, donc c'est très ancien. À cette époque-là, j'étais un chef d'entreprise et je vivais beaucoup de stress. Une journée pour moi sans stress n'existait pas. Et puis à la fin de la conférence de Lise, j'allais la rencontrer. J'étais persuadé que le stress que je vivais était de la faute de mes salariés, était de la faute du fisc, de la banque, des relations commerciales, etc., etc. Et puis, ce qui m'a interpellé, c'est que Lise m'a dit, non, 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 Jean-Marie, le stress, c'est toi qui te le crées et c'est toi qui en es responsable. Et ça m'a permis de faire un lien avec une croyance de moi qui croyait que j'étais quelqu'un de pas important. Et donc, si je montrais que j'avais une vie très stressée, c'était le signe que j'étais quelqu'un d'important. Donc voilà la croyance que j'avais développée. Et donc ça m'a permis de découvrir ça, et c'était une telle découverte pour moi que ça m'a donné le goût d'aller suivre tous les ateliers. Ah, mais c'est une croyance qui est fort populaire, hein. On a Ouais. l'impression que si on n'a pas de temps, qu'on est à la course, mais qu'on est quelqu'un d'important, puis qu'au contraire, c'est comme si c'était pas bien vu, hein, de dire, ah non, mais je me la coule douce, hein. J'ai plein d'activités que j'adore, mais je ne suis pas stressée. Surtout dans l'ère où est-ce que le stress est un mot M-A-U-X et M-O-T, malheureusement trop populaire. C'est quand même une très grosse croyance que déjà t'as défait et décodé il y a déjà plusieurs années. Exactement. Et donc, ça m'a permis après d'axer le choix de ma vie en disant, moi, ce que je veux, c'est une vie calme, cool et tranquille. Mais Hmm. ça m'empêche pas de travailler. Hmm. Mais ça change la dynamique avec laquelle je travaille. Ça change la dynamique. Et Hmm. donc, le point de référence, c'est est-ce que le soir, je suis fatigué de la fin de ma journée? Ben non, le soir, moi, j'ai beaucoup de difficultés à me coucher parce que je suis très énergisé et puis je dors pas énorme. Je suis pas un gros dormeur, hein. Moi, je dors 5 heures par nuit. Donc, souvent, je passe des mails, il est 1 heure du matin parce que je suis encore éveillé, moi, à cette heure-là. Alors, on voit que ça l'amène, le côté cool, calme, n'amène pas la non-action, hein. Souvent, c'est une croyance, hein. Exactement. Si je suis pas Exactement. surmenée, je ferai rien. Tandis que tu nous Oui. amènes quand même un bel équilibre. Est-ce que tu veux nous en parler, justement? Je suis curieuse. Comment est-ce que tu es arrivé à te sentir important dans une productivité qui t'est naturelle et en équilibre avec tes besoins? La conversion, elle est absolument simple, c'est-à-dire que je vivais inconsciemment une agitation permanente à l'intérieur de moi. Et ce qui fait que cette agitation était même la nuit,
parce que je me reposais pas du tout comme j'aurais dû me reposer. Et donc, je veux pas dire que le matin, je me réveillais fatigué, mais le matin, je me réveillais pas du tout en forme comme je me réveille aujourd'hui, même avec 5 heures de sommeil. Juste une petite option, c'est quand même que je fais la sieste tous les jours. Donc, je suis un adepte de la sieste. Mais tout ça est au service de me sentir tranquille à l'intérieur. Pour moi, vraiment, l'opposé d'être agité, c'est tranquille. Et donc, le bonheur, moi, de faire la sieste, c'est le moment où je me sens m'endormir. Ça, c'est un moment savoureux. Mais je fais une sieste à midi, j'ai fait une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, des fois 10 minutes, mais ça me suffit. Ça me suffit, tu vois. Alors, dans cette optique de vie tranquille, tu as commencé ta formation personnelle et professionnelle avec Écoute ton corps. Tu as commencé les Mm. ateliers, les cours, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à suivre tout le cursus et à en être un diplômé aujourd'hui? Eh bien, j'aime, je l'appellerai quand même un petit peu égo-perfectionniste. J'aime bien aller au bout de ce que je fais. Je sais où je m'en vais et j'aime aller jusqu'où je me suis destiné à aller. Donc pour moi, c'est un engagement et l'engagement pour moi, c'est quelque chose de précieux et de sacré. En même temps, l'engagement, c'est ce dont je me sers lorsque l'ego vient frapper à ma porte pour me dire, mais Jean-Marie, arrête, puis t'en as assez fait, et puis pourquoi? Parce que j'ai quand même, je vais avoir presque 68 ans. Tu pourrais prendre ta retraite, Jean-Marie, puis regarde, tu as une grande maison à t'occuper, puis tu es aussi bien chez toi, etc. Chaque fois qu'il me donne le goût de rester chez moi, et que moi, en fait, eh bien, j'aime me déplacer dans la France. Un jour, j'ai dit à Lise, tu sais, Lise, je suis l'Indiana Jones de l'Hexagone. L'Hexagone étant la France, la représentation de la France. Donc, j'aime voyager, j'aime ce que je fais. Et donc, c'est ce qui me donne l'envie d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Ah ben là, je dois t'arrêter parce que je veux qu'on parle de l'ego. Tu as parlé de l'ego comme étant une partie hein, qui voulait te freiner, qui te disait «Ah non, mais là, hein, relax, on n'y va pas, arrête la formation». Et finalement, dans ton désir, tu as dit «Non, je me suis engagée, je vais aller jusqu'au bout». Il y a aussi des voies de l'ego qui peuvent aller à l'autre opposé. Quand on veut s'arrêter, prendre une pause, ne pas trop en prendre, se désengager. Et là, l'ego qui dit «Ben non, voyons, tu dois rester, tu dois continuer». Est-ce que tu peux nous parler de la justesse? De comment est-ce qu'on entend? Est-ce que là, c'est l'ego? Est-ce que c'est mon cœur? On a souvent cette question-là dans les ateliers. Comment est-ce que tu es arrivé à décortiquer qu'est-ce qui est la voix de ton cœur versus celle de l'ego? Très souvent, l'ego est présenté comme un ami. Eh bien, moi, je ne le vis pas comme un ami. Pourquoi? Parce que si l'ego est considéré, si je considère l'ego comme un ami et que je viens demander conseil à ego ami, il va m'apporter son conseil à partir de son vécu à lui, à partir de son expérience à lui. Et son expérience à lui, elle est basée sur la peur, ayant donné naissance à toutes les croyances. Donc, c'est pas forcé que ça vienne me convenir. Très souvent aussi, l'ego est vécu comme étant un ennemi, c'est-à-dire un empêcheur d'eux. C'est-à-dire que, ok, sa protection peut être vécue comme une amie qui nous protège, mais aussi elle peut être sclérosante en nous empêchant d'eux, et même en nous forçant à. Et donc, moi, je vis l'ego comme un allié. Je vis ni l'ego comme un ennemi, ni l'ego comme un ami, mais je vis l'ego comme un allié, parce que pour que nous soyons alliés, il est indispensable que nous ayons signé un traité de paix. Nous sommes des alliés. Et la première chose que font des alliés après avoir signé un traité de paix, c'est de se serrer la main, c'est de se donner la main. Donc, c'est main dans la main avec l'ego, en laissant l'ego à sa juste place. L'ego, pour moi, est vécu comme étant un gardien. Je suis le propriétaire de mon temple, je suis le propriétaire de ma maison, le gardien. L'ego n'en est que le gardien à la porte d'entrée de la maison. Point final.
mais c'est le maître des lieux qui choisit et qui décide. Donc l'ego à la porte de la maison, il est là pour tirer la sonnette d'alarme quand il y a un danger. Son rôle, il est limité qu'à cela. C'est de tirer la sonnette d'alarme, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un danger qui arrive. Par contre, c'est à moi à prendre ma décision. Tu comprends? Et donc, le grand référent interne, c'est d'être toujours en contact avec qui est-ce qui décide. Est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est une décision automatique prise par moi, prise et à l'encontre de moi, pardon, par l'ego? Parce que si je ne décide pas pour moi, si je ne choisis pas pour moi, l'ego ne laissera pas de vide et c'est lui qui va choisir pour moi. Hmm. Tu comprends? Donc je vis l'ego comme étant un allié et je lui dis merci à chaque fois qu'il a tiré la sonnette d'alarme. Mais c'est moi qui décide si je vais aller travailler ou si je vais me reposer. Hmm. Et donc, dans l'équilibre de mon corps, je sais absolument, même quand je voyage, eh bien, aujourd'hui, je pars une demi-heure plus tôt parce que, en voiture, je vais m'arrêter faire la sieste. Je vais prendre mon temps. Je vais prendre une demi-heure, puis je vais m'arrêter dans la nature, et puis je vais prendre mon temps de dormir 20 minutes, et puis manger un petit fruit, boire un petit quelque chose, et puis je vais m'en repartir en forme. Tu vois? Comment est-ce que cet ego-là, dans ton début de parcours, là, quand il disait oh, mais arrête tes études, ou désengage-toi, ou c'est trop, est-ce qu'on va se rendre jusqu'au bout? Est-ce que pour le syndrome d'imposteur, est-ce que tu es légitime, là, vraiment? Est-ce que tu veux animer, vraiment, toi, animer les ateliers Écoute ton corps? Pour qui tu te prends? Qui es-tu? Arrête tout ça en chemin. Ou même ce même gardien-là, soldat à l'entrée de la maison, qui dit, pouvait sonner l'alarme en disant non, mais Jean-Marie, là, tu te reposes trop, dépêche-toi, faut performer, faut être important. Comment est-ce que, à travers ton parcours professionnel, qui était initialement ce qui t'a attiré à l'école, hein, cette liberté de te libérer de l'emprise du stress et redevenir toi-même maître dans la maison, comment ça s'est manifesté, cette dynamique-là, avec ton ego? Eh bien, en plus, figure-toi que l'ego se manifestait absolument souvent parce que j'étais le troisième et le dernier de ma fratrie, de la fratrie. Et donc, en plus, à l'époque, ma maman me présentait comme j'étais le petit dernier. Et donc, ça s'est manifesté après dans ma vie, comme quoi j'étais le petit dernier. J'ai même été le petit dernier à l'école. Et donc, ça m'a fait aussi compenser cela en devenant chef d'entreprise. C'était pour compenser le petit dernier, être le premier. Eh bien, une fois, moi j'aime à dire, nous réapprenons à nous donner la main, que les deux parties de nous viennent se donner la main. C'est-à-dire que je sais ce que c'est qu'être dernier et je sais ce que c'est qu'être premier. Est-ce que ces deux parties-là peuvent-elles venir cohabiter et se donner la main pour se tranquilliser et me permettre de faire ma vie au rythme où je l'entends, sans aucune optique d'être premier et sans aucune peur d'être dernier. Être juste à ma place, c'est tout. Hmm. C'est-à-dire que vraiment les opposés viennent se donner la main. Mais l'image est forte, hein? Ça revient avec Hmm. le mot lié, hein, traité de paix. Euh, Au-delà de, on dirait même une réconciliation avec soi-même. Oui. Hmm. Oui, 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 oui. Et puis, au-delà de ça, il y a une réconciliation et aussi un pardon de m'en être tant demandé. J'ai travaillé pendant 21 ans à peu près à 90 heures par semaine. Hmm. En 21 ans, j'ai fait la durée de vie d'un salarié dans toute sa carrière. Tu vois? Il n'y a eu que les dernières années où j'ai changé d'informatique en 1998. Je pense qu'on était passé Windows 98, où j'ai choisi consciemment de ne plus mettre, de ne pas mettre d'informatique chez moi pour ne pas pouvoir travailler chez moi. Et j'ai vendu ma société en 2002. Tu vois? Donc je travaillais du dimanche soir au samedi soir pendant 21 ans. Donc c'est vraiment me demander pardon de m'en être tellement demandé.
de s'user au travail, de se fatiguer au travail et de prendre conscience combien je suis précieux, mais combien mon corps est précieux, combien mon corps est précieux, combien ma dynamique est précieuse et que même ma dynamique, elle a une limite. Et elle a une limite, tu vois? Mm. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille, mais vraiment, pour tout avouer, je ne prends jamais de consultation avant 14h30, parce qu'avant 14h30, j'ai ma sieste de 13h30 à 14h. À 14h, j'ai mon petit café et je suis disponible pour une consultation à 14h30. Voilà. Je trouve ça épatant de voir que tu as touché les opposés pour pouvoir les intégrer finalement et Oui, trouver un juste milieu parce que non seulement tu es encore actif, mais tu es encore un acteur important de l'école, tu es un animateur important. Donc de là de voir que ça t'a apporté une durabilité aussi parce que je peux pas croire qu'on fait long feu dans une carrière où est-ce qu'on travaille autant. On finit en burn-out, en épuisement. Mon Dieu, on c'est pourra pas ça. continuer. Mm. Mais oui, c'est ça, hein. Oui, 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 j'allais tout droit au burn-out, hein. J'y allais tout droit, hein. Tout droit. Ah oui. Mm. Non, il est important de toute façon de savoir marquer des stops dans notre vie. Je vends toujours le merveilleux panneau du code de la route qui s'appelle le stop. Le stop, il est très clair. Il dit arrête-toi et maintenant, nous avons tous des voitures automatiques, mais dans cet arrêt, nous devions mettre la boîte de vitesse au neutre. Nous devions mettre, ça s'appelait le point mort. On devait mettre notre boîte de vitesse au point mort. Arrête-toi et mets-toi au neutre. Mais il n'y a pas que ça. Ce stop, il te dit arrête-toi, mais surtout regarde. Regarde à gauche, regarde à droite. Et normalement, tu dois pouvoir compter, je crois que c'est 3 secondes. Le stop, il doit avoir une durée de 3 secondes qui indique que tu as eu le temps de regarder à gauche, regarder devant, regarder à droite. Et il nous dit quoi après? Agis, repasse ta première, va à droite, va à gauche, va tout droit, choisis, décide. Mais après avoir marqué ce stop, poser ce neutre à l'intérieur de toi et avoir pris le temps de regarder. Ce que chez nous, dans notre école, nous appelons observer. Et moi, ce stade de l'observation, j'appelle ça marquer le stop, marquer le neutre, eh bien, c'est revenir à l'intérieur de soi. Et les participants, je leur dis, prends une inspiration consciente, mais pas une respiration, une, une inspiration parce que c'est venir de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Parce qu'autrement, l'ego nous fait nous disperser à l'extérieur. Et donc, à chaque fois que je suis en train de regarder l'extérieur, ben, je sais que c'est le fonctionnement automatique de l'ego. Marque le stop, prends une inspiration, reviens en toi, et inspirer, c'est redescendre à l'intérieur de toi. Tu vois? Et prends le temps de sentir. Prends le temps de sentir. Et après, décide. Choisis. Hmm. Tu vois, c'est toute petite technique. Ça prend une seconde de faire ça. Une seconde, ça prend. Quand on est habitué. Moi, j'appelle Puis ça pour une pratique. Pour ceux qui nous écoutent, cette pratique-là d'avoir un moment d'inspiration pour connecter avec soi-même, c'est une pratique quotidienne à faire pour s'arrêter. Mais si on veut aller décortiquer ou l'expliquer encore mieux pour ceux qui peut-être ont pas eu le réflexe de s'arrêter, peut-être même que ça fait peur s'arrêter, peut-être même que si je m'arrête puis je regarde, j'ai peur de constater la gravité des dégâts et que je dois prendre à ce moment-là un changement de carrière ou une redirection ou une fin de relation que ça demande, mon Dieu, beaucoup, beaucoup de changements et que le pilote automatique de continuer est peut-être pour l'instant plus accessible. Comment est-ce que tu apprivoises cet état de pause, ce retour au neutre pour ceux qui vont à toute allure et que ralentir amène leur ego en mode alarme, il y a un danger si on ralentit. Il y a une confrontation et une peur terrible qui est tout à fait humaine.
c'est la toute peur de rencontrer un immense vide à l'intérieur de nous, que nous avons comblé par du fer ou que nous avons comblé par de l'avoir. C'est pour ça, ce vide correspond à un moment de notre vie où nous ne nous, excuse-moi, ne nous sommes pas sentis soutenus. Nous avons, pourquoi à chaque fois je dis réapprendre à donner la main, que ces deux parties viennent se rejoindre en se donnant la main, c'est pour réapprendre à nous soutenir. Autrement, si on n'a pas de soutien, c'est évident que le vide ne sera même pas une peur, ce sera une frayeur, ce sera une terreur. Mais parce que graduellement, je vais réapprendre à m'accompagner, me dire je suis là, parce qu'il y a les deux parties en moi, cet enfant qui a connu le vide et cet adulte qui est parfaitement capable d'aller dans la vie et de créer sa vie, et bien que ces deux parties, que l'adulte vienne donner la main à l'enfant qui a vécu de la terreur ou qui a vécu de la frayeur et qui ne surtout ne s'est pas senti soutenu. Et c'est ça qui a généré ce vide à l'intérieur de lui. Et donc, ça va être à nous de venir nous soutenir pour que l'enfant se sente rassuré ou que la partie égo en nous se sente rassurée également. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, c'était ma Hein. prochaine question. Comment est-ce que tu départis l'enfant en soi, l'adulte en soi, avec la partie de ego en soi? Comment est-ce qu'on les départit, ces trois? L'enfant, c'est celui qui aura vécu toutes ces expériences et qui va rester marqué par des expériences souffrantes. Ce n'est pas du tout l'expérience qui est souffrante en elle-même, c'est la mémoire du vécu de l'enfant face à ces expériences-là. Et il est resté à ce vécu-là parce que personne n'est venu lui demander comment il se sentait. Qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur de lui? Et il est resté avec cette mémoire active face à laquelle il était impuissant. Il était totalement impuissant. La euh, plus grande des souffrances humaines, c'est d'être confronté à notre impuissance. Hmm. Et très souvent, nous allons transmuter cette impuissance pour ne plus sentir le désagréable de l'impuissance en nous, en toute puissance. Et c'est la prise de pouvoir, et c'est etc., etc., etc. Et donc, ça va être si ces deux parties viennent se rejoindre, signer ce traité de paix, cette alliance entre les deux, eh bien, avec les deux, nous allons retrouver une puissance. Une puissance, c'est-à-dire ce mariage de l'enfant et de l'adulte dans lequel l'ego va pouvoir se rendormir tranquillement. Il sera là toujours pour tirer cette sonnette d'alarme, mais non plus pour venir parasiter la vie, court-circuiter la vie. Il n'aura plus besoin de prendre le pouvoir parce que le vide sera comblé. Le vide n'existera plus. Hmm. C'est ça. L'ego nous protège de cette horrible sensation de vie, de vide. C'est insupportable. Derrière ce vide, il y a une terreur, une frayeur incroyable. L'enfant va prendre pour lui qu'il va mourir. Hein. C'est un conflit entre vie et mort hein, dans ce vide. Il faut vraiment en avoir conscience de ça. Tu comprends? Alors que c'est une complète hallucination, puisque nous sommes tous vivants, donc nous ne sommes pas morts. Tu comprends? Eh bien, c'est comme si l'ego maintenait à l'intérieur de lui, dans son mécanisme, cette toute trouille d'une possible mort. Hmm. Tu comprends? Ben oui. L'enfant, face à ce vide, il dit, mais tu ne pourras pas t'en sortir tout seul, mon ami. Tu ne pourras pas, c'est pas possible. Tu es impuissant. Tu es impuissant. Tu vois? Et cette impuissance, ce vide, il va ressortir, il va ressurgir à chaque deuil, à chaque décès d'un être cher. Très souvent, les gens pleurent et croient qu'ils pleurent sur le départ d'un être cher. Pas du tout. En général, ils pleurent sur la culpabilité de leur impuissance. Ça les met face à leur impuissance de ne pas avoir pu sauver l'être cher, de ne pas avoir pu le guérir. Et donc, nous allons avoir aussi à accepter l'impuissance en nous, parce que c'est une vérité. Et c'est la mort qui nous met face à cette impuissance-là. Hein. Mais c'est une réalité. Hein. Et comment est-ce que
on concilie maintenant cette impuissance-là humaine à notre puissance divine intérieure infinie. Je le sens un peu comme un paradoxe, hein. Très facile, très facile. Lise, elle dit, notre grande qualité humaine, c'est celle du pouvoir de décider. Mm, C'est celle de réactualiser, rechoisir tous les jours que j'ai le pouvoir de décider. mm, Tous les jours. Et c'est la plus belle richesse de l'humain, c'est celle de pouvoir choisir. Et prendre conscience que le choix, c'est très simple. Le choix, c'est en fond de fond, c'est deux mots. Deux mots de trois lettres, c'est oui ou c'est non. mm. C'est le choix, c'est tu dis oui ou tu dis non. C'est très simple, tu comprends? Et donc, effectivement, revenir sur un choix, si à un moment donné, se désengager, comme tu le disais précédemment, un moment où j'ai pu dire oui, eh ben, je peux peut-être pouvoir revenir sur les oui que j'ai dit il y a 6 mois, il y a un an, pour que ça devienne un non. Mm. Tu vois? Et ça, c'est vraiment créer sa vie. Pour moi, c'est vraiment créer sa vie, reprendre le pouvoir de sa vie, c'est décider pour soi, et décider pour soi, c'est dire oui, c'est dire non. Eh bien, moi, j'ai fait un engagement avec moi-même, je le dis très souvent, tous les matins, je me dis oui. Tous les matins, je dis oui à la vie. Tous les matins, je dis oui à ma femme. Et Mm. puis, il y a un- une énergie euh, de lien à avoir avec la vie, avec soi et avec l'autre, c'est que tous les soirs, je me dis merci. Tous les soirs, je dis merci à ma femme d'avoir été présente dans ma vie. Et tous les soirs, je dis merci à la vie de la journée qu'elle m'a apportée. Donc, je crois que vraiment, cultiver cette dynamique à l'intérieur de soi, c'est se dire oui tous les jours, dire oui à l'autre tous les jours, dire oui à la vie tous les jours, et se dire merci le soir, merci à l'autre et merci à la vie. Mm. Ce sont des toutes petites actions, mais vraiment, Ouais. le matin, tu te lèves en disant oui à la vie, eh ben, je te promets que ça apporte une dynamique de journée. Ah oui, parce que c'est avec l'incertitude, c'est dire oui à tout ce qui peut arriver dans l'expérience. C'est C'est ça. s'ouvrir à accepter tout ce qui peut arriver, puis dire oui, je suis Oui, prête oui, à oui, vivre. oui. Ça me donne des frissons parce que présentement, tu sais, on a dit oui à avoir un enfant, un deuxième Oui, enfant, mais tu sais, oui, je sais. oui, hein, tu le sais. Et puis c'est toute la joie, puis j'ai la chance Oui, d'avoir d'autres amis aussi, puis dans leur processus de grossesse, ben, on a découvert par exemple la trisomie 21 avec peut-être des problèmes de construction des organes et tout ça. Et là, quand on dit oui à devenir parent, on dit oui à tout ce type d'expérience-là, si intense oui, soit-elle. Et là, c'est juste dans le cas de la paternité, la maternité. Et là, il y en a qui essaient puis que ça fonctionne pas. Donc, on dit oui même à l'expérience de ne pas avoir le fruit de notre désir se manifester. Et là, moi, ça me touche parce que c'est dans mon entourage, mais c'est dans tous les domaines, finalement, que dire oui même juste à l'accouchement, c'est dire oui à la vie, c'est aussi, puis ça, c'est ma sage-femme qui me l'a dit, puis ça m'en a ouf. Elle dit dire oui à la vie, c'est aussi dire oui à peut-être la mort du fœtus à la naissance. Quand le bébé naît puis qui est pas viable, ça fait partie, le cycle de la vie inclut naissance et mort. Et pour moi, non. Pour moi, c'était au début, non, non, c'est naissance, vie, bébé, santé, heureux, tout va ensemble. eh oui, eh oui, Mais eh c'est oui. beaucoup plus grand que ça. Ça demande dire oui chaque matin. Et là, c'est qu'un Mm, exemple que je donne de ma vie, mais dire oui chaque matin, c'est grand, là. mm, mm, mm. Très souvent, les gens ont une phrase de dire c'est un cadeau mal emballé. Le cadeau mal emballé n'existe pas. Mm. La vie n'apporte que des cadeaux bien emballés. C'est nous qui allons le vivre mal emballé. Tu comprends? Si un jour j'ai choisi, il y a 15 ans,
de suivre tout ce parcours de psychanalyse avec un psychanalyste qui est devenu un ami, un frère, un compagnon, on a co-animé des conférences ensemble, etc. C'est parce que à sa conférence, il était l'expression vivante d'un enfant décédé à l'âge de 3 mois. Et comment ce petit Arnaud, mort à l'âge de 3 mois, est un bâton, est un pilier, est un support, est un socle pour lui dans sa vie de psychanalyste. Et là, j'ai dit, mon ami, tu as l'expérience qui m'intéresse, c'est toi que je choisis. Et j'appelle ça un cadeau bien emballé. Ah oui. Ah oui. Hmm. Et effectivement, j'ai fait un parcours avec lui et on est toujours en amitié alors que ça fait maintenant 20 ans que l'on se connaît, tu vois. Et on a toujours grand cœur. On coanime moins presque plus pour le moment de conférences ensemble. Mais chaque fois que je passe dans sa ville, je m'arrête, on passe 1 heure ensemble, enfin, etc. Tu vois. Et puis chaque fois que j'ai une plus grosse difficulté, quelque chose que je n'arrive pas à décoder, je lui téléphone. Hmm. Tu vois. C'est aussi s'arrêter, c'est savoir aussi demander de l'aide. C'est pas parce que je suis formateur, c'est pas parce que je suis consultant, etc., que ma vie, etc. Non, j'ai aussi des blocages, mais c'est accepter que je puisse avoir des blocages et que dans ces blocages, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, tu vois. Donc c'est Hmm. ça, reprendre le pouvoir de sa vie. Ego, il va me dire, mais attends, Jean-Marie, avec toute ta carrière, etc., mais tu devrais pouvoir t'en sortir tout seul. Non, non, non. L'histoire, c'est nous vivrons toute notre vie de la peur, nous aurons toute notre vie des problèmes, mais aussi toute notre vie, nous aurons à nous rechoisir. Nous aurons à rechoisir de décider pour nous. Tu comprends? Et là, c'est le choix conscient, je m'arrête, j'ai besoin d'aide. Tu vois. Hmm. C'est de se dire oui à notre humanité, peu importe qu'on est formateur, animateur, on reste humain et d'avoir la chance d'avoir des amis, des C'est ça. collègues aussi Mm. riches, même parfois c'est des connaissances, des frères et sœurs qui ont une oreille tendre, une épouse ou un amoureux qui a un oreille tendre à nous porter, puis des mots remplis de sagesse. C'est encore là, ça serait de se priver de cet amour-là, de se dire de façon un peu dans l'ego de se dire non, 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 je peux pas me permettre moi ça. Au contraire, est-ce que je peux me donner le droit de vivre l'expérience, puis de bénéficier de cette recette-là, de la spiritualité, de l'amour que j'enseigne, mais me l'offrir par amour pour moi, hein. Et en même temps, c'est l'énergie qui fait absolument rester, que nous restons, parce que majoritairement, nous sommes des représentants des coups de ton corps d'assez longue date, hein. Je ne suis pas tout seul à être ancien, mais parce que je sais que de la part de l'école, je peux bénéficier d'une soutenance à tout moment. Mm. Et ça, c'est précieux dans une entreprise, savoir que les représentants de cette société peuvent bénéficier d'une soutenance à tout moment. Eh ben, je crois que c'est le plus précieux, tu vois. Mm. C'est que l'école réponde présent. Mm. Et donc, bien sûr que nous sommes distants de 6 000 kilomètres, et pourtant, je ne me sens jamais seul. Je sais que vous êtes là. Et vous-même, avec le Québec, vous connaissez notre vie en France, on se soutient mutuellement. Nous sommes dans une énergie commune. Et c'est ça la grande richesse, tu vois. Wow, tellement. C'est ce qui fait Mhm. qu'on a une espèce de complicité à travers les Oui, pays, même de l'autre côté de oui, l'océan. Pour nous, c'est une belle complicité avec toutes nos couleurs, avec toutes nos expériences. Et nous, en tout cas, à l'école Écoute encore, on est choyés de t'avoir, Jean-Marie, de pouvoir partager ta sagesse, ta façon. C'est comme si chacun était un canal pour partager le même enseignement, mais avec les couleurs, les vibrations, le choix des mots, les exemples qui, à ce moment-là, va pouvoir être plus porteur pour certains, pour d'autres. Et c'est le bonheur d'avoir une brochette de formateurs, d'animateurs qui sont si différents et en même temps portent le même message qui est celui de l'école. c'est ça. C'est pour ça que nos participants, je leur dis, bien sûr, tu peux refaire l'atelier et puis tu peux le refaire avec moi. Vraiment, le bénéfique pour toi, c'est que tu ailles le refaire avec quelqu'un d'autre. Le bénéfique pour toi, moi, je me ferai une joie de te revoir, bien sûr,
mais vraiment le plus porteur, parce que les mots d'une autre personne, le ton de sa voix, ses exemples, etc., éveilleront tout autre chose que moi je n'ai pas éveillé, ou qui n'a pas été éveillé pour toi ce week-end. Et c'est tout à fait normal et naturel, tu vois. Mm. Ah, ben j'en profite pour souligner que l'atelier Être bien, c'est l'atelier non seulement que tu enseignes, que j'enseigne, qui est l'atelier de base de l'école Écoute ton corps avec toutes les notions fondamentales. C'est un premier atelier de 2 jours. Donc le jour 1, être bien avec soi, jour 2, être bien avec les autres. Et une fois suivi une première fois, vous pourrez le reprendre gratuitement et ce, à l'infini et à vie. Ce qui veut dire que vous pouvez le reprendre, reprendre, reprendre avec les animateurs de votre choix, les formateurs de votre choix, en ligne, en présentiel, dans différentes villes. Et ça, pour moi, c'est un excellent cadeau que l'école offre parce que l'atelier Être bien, ce sont les bases, mais c'est aussi un atelier qui est très riche, très intense et même si on le refait pour la 7e fois, on a toujours l'impression de le redécouvrir dans toutes ses profondeurs, mais aussi de le revivre différemment parce que nous arrivons différemment à chaque fois, avec des problématiques différentes, des perspectives différentes à traiter. Alors vraiment, c'est un atelier qui est vivant, somme toute. Oui, et puis ce n'est pas parce que le jardinier a semé des graines de carottes dans son jardin qu'il va se reposer et qu'il ne retourne pas dans son jardin. Tous les jours, il va revenir dans son jardin. Eh bien, revenir, refaire un atelier, écoute ton corps, c'est réapprendre toujours à recultiver son jardin. Hmm. Image. Telle image. Le jardinier qui fait de l'ego son Oui. allié. Wow. Oui. Et c'est pas parce que à un atelier d'écoute ton corps, on est venu semer des graines dans notre jardin, si on ne l'entretient pas, eh bien ces graines, elles vont mourir. Donc on a besoin de les entretenir et puis de refaire l'atelier. Eh bien c'est venir recultiver l'énergie de cultiver son jardin. Wow. Tellement. J'ai jamais compté combien de fois, puis je crois que je pourrais pas de toute façon compter combien de fois j'ai donné, mais j'ai suivi l'atelier Être bien. En 23 ans, je suis incapable de te le dire, mais des dizaines de fois, des dizaines de fois. Et je ne me suis jamais lassé. Il y a toujours eu quelque chose. Et puis, surtout, les partages et les témoignages, les expériences, etc., c'est surtout ça qui est très riche. Toujours très riche. Ah ouais. C'est vraiment un atelier où il y a beaucoup de partage et les gens sont très heureux, repartent toujours très heureux et remercient des échanges, des partages, comment les participants sont ouverts et se sont racontés et les gens sont toujours extrêmement heureux à la fin de l'atelier. En général, on voit les visages, ils ont été changés en 2 jours. Ils repartent épanouis et souriants. Ah oui, Ah oui. Ah, c'est un privilège hein, de l'animer, cet atelier, puis de ouais, pouvoir ouais. Oui, entrer en oui. phase avec à chaque fois. Donc, imaginez, j'imagine, après 23 ans, combien de fois tu l'as animé, tu le sais par cœur, hein? Mais Mhm. finalement, en l'enseignant, c'est comme si tu l'incarnes de plus en plus, tu le découvres de plus en plus, puis avec la richesse du groupe qui change toujours. Si toi, après 23 ans, tu t'es pas tanné, puis tu as encore des richesses, tu as encore des choses que ça t'apporte, c'est la preuve que c'est un privilège de pouvoir l'enseigner, puis de se mettre à ce diapason-là d'amour inconditionnel. Exactement, exactement. Et puis, en 23 ans, je ne suis plus le même. Hmm. Je ne suis plus le même. J'ai eu d'autres expériences. Je viens de vivre l'expérience de la traversée de la problématique du cancer de la prostate, eh ben, qui a été toute une expérience et qui m'a permis de me réouvrir au pardon avec une partie de moi que même au bout de 23 ans d'écoute ton corps, j'avais oublié de faire. Le pardon avec mon masculin, avec l'expression du masculin en moi. Hmm. Vraiment, venir demander pardon à ce masculin que j'ai considéré comme grossier, comme vulgaire, comme indélicat, comme etc. Alors que aussi, l'autre côté, comme je dis aux participants, c'est celui qui me permet d'avoir les 2 pieds par terre, hein. Devant les participants, j'ai jamais les pieds croisés. C'est ce qui me permet d'encadrer et de cadrer le groupe. C'est ce qui me permet d'être porteur, Hmm. quand même. Tu vois? Hmm. Donc que ces 2 côtés aussi viennent se donner la main et que je puisse
aller avec l'expression de mon masculin et toute ma sensibilité, l'expression de mon féminin en moi. Et que ces deux parties-là soient aussi main dans la main et viennent faire tout la richesse de l'animateur que je suis. Tu vois. Hmm. L'animateur que tu es est si aimé, vraiment si apprécié. Vrai, on est chanceux de toujours avoir des beaux commentaires, des beaux partages, des Oui, oui, oui. témoignages, des gens qui viennent et vraiment, on est choyés de t'avoir. Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Merci, Charlène, c'est une joie. Merci avec toi et belle journée. Je vous laisserai tous les liens pour rejoindre Jean-Marie dans ses conférences, ses ateliers et peut-être pouvoir le joindre dans une activité en présentiel. C'est ce que je vous souhaite. Pour le découvrir, je vous rappelle qu'il est dans la région du nord-est de la France, donc dans le coin de Dijon exactement. Merci, Mère Jean-Marie. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça.